Donc l'Orient, en fait, va naître spontanément d'une décision royale, celle de juin 1666, qui établit donc les chantiers les chantiers navals de la Compagnie des Indes au fond de la baie de Port-Louis, car il n'y avait pas encore de rade de l'Orient. C'était la rade, la baie de Port-Louis, la baie de Blavet également. Et l'Orient, elle naît spontanément. Il n'y a pas de Il n'y a pas de création urbaine, en fait. Il y a l'installation d'un chantier au fond de cette baie. Et en moins d'un siècle, eh bien, une grande cité portuaire de rang international va se développer et surtout s'ancrer durablement. Cette formidable réussite est en fait à l'origine de cette formidable réussite, vous avez une compagnie, une entreprise commerciale para-étatique, et plus particulièrement la seconde compagnie des Indes, puisque si la première compagnie des Indes est à l'origine du site, eh bien c'est la seconde compagnie, celle de l'eau, et non plus celle de Colbert, comme la première, qui va permettre à la ville de s'ancrer durablement. Et en effet, c'est au cours du XVIIIe siècle que l'Orient va s'ancrer durablement, va consolider ses assises locales, et on peut même dire que c'est au XVIIIe siècle qu'elle va prendre racine. Et pour cela, elle va mobiliser toutes les compétences, toutes les forces vives de son bassin d'accueil, de sa région d'accueil, même si dans le sens le terme de région, je le prends dans un sens géographique, hein, pas du tout administratif. Et ce faisant, cette émergence urbaine, eh bien, va venir restructurer, déstructurer, puis restructurer tout ce bassin d'accueil. Et c'est ce que je vais essayer de résumer ici dans cette intervention. Et l'impact a été démographique, il a été aussi économique, mais pas seulement. Il a été aussi social, politique et culturel. Mais ces trois aspects de la question, je ne pourrai pas vous l'exposer. Donc, je vais vous parler dans un premier temps donc de la mobilisation tout azimut des compétences de l'Orient, c'est-à-dire la mobilisation, comment l'Orient s'ancre dans le territoire. Et dans un deuxième temps, là je vous parlerai synthétiquement en fait de l'impact démographique et économique de l'émergence de cette cité portuaire dans le paysage local. Alors tout d'abord, quelle a été cette mobilisation ? Pour assurer son développement, eh bien, la jeune cité portuaire va devoir solliciter toutes les ressources de son milieu d'accueil et avant tout les ressources humaines dans un premier temps et surtout les ressources maritimes. Et en effet, la région dispose d'un véritable potentiel maritime. Le vivier local de gens de mer est estimé à quelques 6000 marins. Et la compagnie va les mobiliser. Elle va les mobiliser d'autant mieux qu'à partir du milieu du siècle, le quartier maritime de Port-Louis, que vous pouvez localiser sur la carte ici, eh bien, le quartier maritime de Port-Louis eh bien, va être réservé exclusivement à la Compagnie des Indes. Alors, vous avez donc les marins du terroir de l'Hinterland, de l'arrière-pays, qui vont être embarqués sur les vaisseaux au long cours. Alors, on peut les estimer entre un quart et un tiers des marins embarqués sur les vaisseaux qui proviennent d'un bassin de 40 km autour de l'Orient. L'Orient va recruter également les ouvriers de son arsenal. Ils sont à peu près, on évalue là aux 2 tiers les ouvriers qui sont d'origine locale également. L'Orient va mobiliser aussi les caboteurs locaux et les marins. On dénombre entre 400 et 500 marins qui vont se mettre au service du port de l'Orient et qui vont acheminer
les matériaux, mais aussi qui vont avitailler les navires et qui vont également redistribuer toutes les marchandises des Indes vers les centres de consommation et mieux vers les centres de réexportation, parce que beaucoup de ces marchandises des Indes étaient réexportées en fait vers l'étranger. Et c'est toute la flottille locale. Il y a à peu près 70 caboteurs, hein, donc un peu moins de 80 caboteurs locaux, c'est-à-dire les locaux, j'entends dans ce bassin de 40 km autour de l'Orient, qui vont se mettre au service du port lorientais, de cette jeune cité portuaire. Donc l'Orient, dès le XVIIIe siècle, va se constituer un bassin d'emploi suffisamment vaste, suffisamment flexible pour mieux répondre à la fluctuation de ses besoins. Et ce bassin, on le voit se dilater en fonction donc des crises et des périodes de prospérité de la ville. Il se dilate à partir des paroisses centrales, donc autour de l'Orient, autour de la Rade, vers la périphérie, c'est-à-dire vers les villes, les centres urbains voisins, vers Auray, Vannes, Auray, Quimperlé, voire au-delà, mais au-delà c'est quand même bien plus diffus, hein, et vers aussi les paroisses rurales de l'intérieur. Mais l'Orient ne va pas simplement attirer des populations maritimes, elle va aussi attirer des marchands, elle va attirer des portefaix, elle va attirer des artisans également. Et l'Orient va se constituer en l'espace d'un siècle un bassin démographique également. On estime à peu près à la moitié des immigrants lorientais proviennent d'un bassin un peu plus élargi, là, de 50 km autour de l'Orient. Et ce bassin aussi, on le voit évoluer en fonction donc des pulsations de la ville, des fluctuations, des aléas de la conjoncture lorientaise et également nationale, bien sûr. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est une carte que j'ai dressée à partir de mes recherches, donc des registres d'état civil de 1709 à 1789. Et à partir de là, on peut voir, mais il faudrait faire la correspondance avec la carte précédente. Je ne sais pas si je vais réussir à revenir en arrière, enfin bref. Et là, on voit en fait que les migrants suivent les axes de circulation routiers principalement, vers le nord, mais aussi sur le littoral, vers de Quimper jusqu'à Vannes. Même si l'émigration vient aussi d'au-delà de ces 50 km. Mais au-delà, il devient un peu plus diffus, en fait. Ces flux d'immigration sont un peu plus diffus. Donc un premier bassin démographique se forme, un premier bassin d'emploi. Mais l'Orient ne va pas simplement solliciter les hommes, elle va solliciter les ressources locales. Et c'est alors qu'on voit se constituer une aire de collecte. L'Orient, dans les environs, car c'est facilement mobilisable aussi, c'est à proximité, va s'approvisionner en blé, va s'approvisionner en bestiaux pour l'avitaillement de ses navires, pas simplement pour les besoins élémentaires de la ville, mais aussi les bêtes étaient envoyées, étaient embarquées dans les vaisseaux au long cours. On embarquait également du blé, de la farine. Donc en fait, l'Orient va mobiliser le blé, va mobiliser également le bétail, ainsi que le chanvre dans une moindre mesure, et le bois. Donc vous avez une aire de collecte qui se forme. Et l'impact que l'Orient va avoir, là j'anticipe un petit peu, c'est qu'on va voir les prix fluctuer en fonction de l'offre et de la demande du marché lorientais. Mais je développerai ça un petit peu plus tard. Pour que le port se développe également, l'Orient va devoir améliorer son accessibilité par mer et par terre, ainsi que sa sécurité. L'espace prolittoral, qui est la Rade, va être aménagé
pour faciliter donc l'entrée du port à des navires de plus en plus gros. Et on va ainsi baliser l'entrée du port. On va placer un peu partout des balises. Il y en a à l'entrée ici. Je ne sais pas si vous les voyez correctement, c'est peut-être un petit peu flou. Donc on va baliser les écueils, les bancs de sable. On va aussi installer des bouées. Et on va faire appel à un corps de pilotes de la manœuvre, dont la moitié des effectifs seront, vous avez les 3/4 par exemple des pilotes de la manœuvre recrutés dans l'amirauté de Vannes qui vont servir dans le port de Lorient, et la moitié proviennent de Lorient et des environs. Donc là aussi, on mobilise les populations locales pour assurer le désenclavement de la ville. Le désenclavement va se faire également par la route. De nouvelles bretelles vont être créées, vont être dessinées à partir de Lorient. Donc vers les centres névralgiques du royaume, notamment vers la capitale, vers Versailles, mais pas seulement, aussi vers la côte nord. Et vous avez une bretelle qui va être plus directe, qui va être peu à peu construite, qui relie donc Plohermel, Rennes, par Josselin et par Logminé et par Beau, plutôt que de passer par Vannes et Auray. La sécurité des lieux va faire l'objet aussi va mobiliser les populations locales. Excusez-moi. On va créer des batteries. Excusez-moi. Voilà. On va créer des batteries également dans les environs de Lorient, notamment à Gavre, mais aussi sur Pleumeur. Et dans ces batteries et dans ces forts, eh bien, on va faire appel à des milices garde-côtes locales. Donc cette terre a bien porté de toutes ses compétences et de toutes ses ressources la nouvelle cité portuaire. Elle lui a permis de s'implanter durablement, de s'élever à un rang international, mais dans son sillage, eh bien, elle va entraîner toute la région, en fait, tous les environs de Lorient, tout ce bassin d'accueil. Et là, je vais aborder donc l'impact démographique et économique de cette émergence en Bretagne Sud. On va dans un premier temps constater que les comportements démographiques évoluent. Tout d'abord, on constate que le nombre d'enfants par famille diminue. Il diminue de 2 enfants par famille dans les environs. On passe donc de 5-6 enfants à la fin du XVIIe siècle à 3-4 enfants dans les environs de Lorient au XVIIIe siècle. Et dans les localités les plus impactées par l'embarquement des marins sur les vaisseaux, eh bien, on voit par exemple à Port-Louis que l'enfant unique est fréquent. Donc il y a une limitation des naissances. On voit aussi que le calendrier des conceptions se calque sur les départs et les retours des vaisseaux au long cours. On constate également qu'il y a une diminution de la durée des unions, notamment dans les populations maritimes embarquées chez les navigants port-louisiens, par exemple. La durée des unions n'est que de 15 ans, alors que dans le reste de la France, elle est en général de 17 à 20 ans. À Groix, par exemple, une île qui a été très peu mobilisée pour la navigation transocéanique, eh bien, la durée des unions est de 20 ans. Donc, il y a une évolution des comportements. On constate également qu'au cours du siècle, eh bien, les masses démographiques commencent à bouger, commencent à évoluer. Lorient a mobilisé beaucoup d'émigrants. Il y a eu des flux d'émigration qui sont partis de ce bassin en fait d'accueil de Lorient. Et dans les localités les plus ponctionnées, eh bien, on constate qu'il y a un déficit de 2 à 10% de la population, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'est pas encore
si gênant que ça, même si ça peut l'être pour les municipalités. Ce qui est vraiment dommageable pour les édiles municipaux, c'est le déficit fiscal qui va avec. S'il y a des parts, il y a moins de recettes fiscales. Et lorsque j'ai pu l'évaluer dans certaines villes, eh bien, j'ai pu l'évaluer entre un déficit de 16 à 22% selon les localités. 16 à 22% de recettes fiscales en moins. Donc ça c'est énorme et ça ne plaît pas beaucoup aux municipalités et aux édiles. En revanche, autre phénomène que l'on a pu constater dans les environs de Lorient, notamment à Pleumeur, à Port-Louis, à Riantec, mais aussi, dans une moindre mesure, à Hennebont, on constate qu'il y a un processus de banlieusisation qui intervient, qui apparaît et que l'on peut déjà constater dans les sources, notamment dans les sources démographiques. Certains des émigrants qui sont venus à Lorient, attirés par le marché du travail lorientais, ne peuvent pas être logés dans Lorient. Le prix des loyers a flambé et ils sont obligés d'habiter dans les environs proches, notamment à Pleumeur, mais aussi Outrerade, puisque des liaisons maritimes se mettent en place. Donc Outrerade, c'est-à-dire à Riantec et à Port-Louis notamment. Les évolutions ne sont pas seulement d'ordre démographique, elles sont aussi et essentiellement d'ordre économique. Et en effet, le nouveau port de Lorient va en l'espace d'un siècle devenir le principal port directeur, le principal pôle de commandement de la région. Et il va pour cela aussi s'arroger les services des acteurs maritimes locaux. On voit notamment que la géographie de la construction navale est modifiée. Des petits chantiers locaux périclitent, c'est le cas de Port-Louis qui disparaît vers le milieu du siècle. D'autres, au contraire, vont profiter de cette manne en fait, qui est Lorient dans la région pour gonfler les carnets de commandes. C'est le cas d'Auray, dont la production augmente tout au long du XVIIIe siècle, donc à la faveur de la construction de petits caboteurs ou alors de bateaux de pêche, puisque l'industrie sardinière va se développer dans les environs, notamment à Port-Louis. Vous avez d'autres chantiers navals également qui vont apparaître. C'est le cas de Redon, où l'on va construire à partir du milieu du XVIIIe siècle de grosses unités pour le marché lorientais. Et à proximité de Lorient également, vous avez deux chantiers privés qui naissent sur les bords du Scorff, côté donc rive droite et rive gauche, là aussi pour répondre à une demande du marché lorientais, notamment en caboteur, mais pas seulement en caboteur, en grosses unités aussi. Et surtout, donc, lorsque la seconde compagnie des Indes va péricliter, va être liquidée, ces chantiers donc, vont voir leur production augmenter fortement. On va voir également autre phénomène, autre impact économique, que les routes maritimes commerciales vont être déviées. Certaines vont être renforcées, c'est l'axe Lorient-Nantes. C'est aussi les routes de l'Europe du Nord. Pour approvisionner Lorient, vous avez des caboteurs qui vont chercher les matériaux pour l'arsenal en Europe du Nord. En revanche, d'autres vont être plus désertées. C'est par exemple la route qui va vers Bordeaux. On a peu de caboteurs locaux qui empruntent dorénavant cette route. J'ai également constaté que la hiérarchie portuaire est modifiée dans la région. Certains ports également ralentissent, puisque une partie de leur fret, c'est-à-dire des céréales, donc ces ports qui étaient Auray, Hennebont, Houvannes ou Quimperlé exportaient des céréales, comme Lorient aspire les céréales, donc une partie de leur fret a disparu et on voit que ces ports tournent au ralenti au XVIIIe siècle. Certains disparaissent complètement, c'est le port de Pont-Scorff. D'autres, en revanche, vont profiter de cette aubaine qui est la proximité de Lorient. Ça va être le port de Quimperlé qui va se spécialiser dans le transport du bois vers Lorient, puis dans l'industrie du cuir. Et c'est enfin Port-Louis qui va
qui va se reconvertir dans l'industrie sardinière. Port-Louis, dans un premier temps, a joué un rôle d'avant-port de l'Orient. C'est dans la baie de Port-Louis que l'on avitaillait les navires, avant qu'ils partent sur les routes de l'Asie. Et donc Port-Louis a joué dans un premier temps un rôle d'avant-port de l'Orient. Mais c'est les caboteurs locaux, dont les caboteurs port-louisiens, qui étaient aussi très nombreux, vont être concurrencés par d'autres caboteurs. Ces caboteurs venaient de la périphérie en fait de l'évêché de Vannes, c'est-à-dire ils provenaient du golfe du Morbihan ou alors de la presqu'île de Ruiz. Port-Louis a été également concurrencé par une flottille orientaise qui se crée, qui se constitue dans la seconde partie du siècle. Il y a une cinquantaine d'unités de caboteurs qui ont été construits dans la seconde partie du XVIIIe siècle, mais aussi on voit que certains caboteurs locaux ont disparu puisqu'ils ont été absorbés par le port de l'Orient, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent plus de Port-Louis ou d'Hennebont, mais ils se déclarent de plus en plus de l'Orient, comme s'ils avaient changé, entre guillemets, d'immatriculation. Alors Port-Louis va jouer la carte de l'industrie sardinière et vous avez là il va se spécialiser dans cette activité et faire entrer d'ailleurs la région dans la proto-industrialisation, à l'instar un petit peu de l'industrie toilière en Bretagne. Les presses vont se trouver dans la ville, c'est-à-dire à Port-Louis, et les pêcheurs, donc en milieu rural, c'est-à-dire à Pleumeur, mais surtout à Riantec également. Autre nouveauté aussi liée à l'émergence de l'Orient. Ah oui, pardon. Autre nouveauté liée à l'émergence de l'Orient, donc sur la côte sud, eh bien, on va assister à la naissance, dès la seconde partie du XVIIIe siècle, à la naissance d'un complexe portuaire, piloté par l'Orient, mais un complexe portuaire pluricéphale, avec comme port secondaire donc Hennebont, qui se trouve plus en amont du Blavet, Port-Louis, et aussi un nouvel acteur qui entre dans ce complexe, c'est-à-dire Pleumeur, qui joue là sa carte maritime. Et toutes les cartes vont être redistribuées et chacun va redéfinir ses fonctions. Mais peu à peu, ce complexe va se fondre en fait derrière le port de Lorient, et c'est Lorient qui va devenir le port directeur, et les navires de Port-Louis, d'Hennebont ou de Pleumeur déclareront venir ou aller à Lorient, et ça se voit également dans les registres des ports voisins. On peut le lire dans les registres portuaires également des ports de Nantes et de Bordeaux. La destination de Port-Louis, Hennebont et Pleumeur disparaît peu à peu au profit de la destination de l'Orient. Même si le caboteur en question n'a pas touché, n'a pas accosté du tout à l'Orient. On déclare quand même aller à l'Orient ou venir de l'Orient en fait. Donc on peut voir qu'en à peine un siècle, l'Orient a pu s'ancrer durablement dans la région. Son foreland est vaste et ses fonctions polyvalentes. 3 siècles plus tard, donc, le port est toujours actif, le port de Lorient est toujours actif, et une grande ville s'est constituée donc autour de la ville. Et en effet, cette implantation a été durable. Et je vais arrêter là-dessus. Cette implantation a été durable, en partie grâce à l'appui logistique de son bassin d'accueil, de son environnement. Et maintenant, c'est le port de Lorient qui anime en fait toute la côte sud, qui auparavant a été mobilisée à porter la jeune cité, et bien jusqu'à sa pleine maturité. Merci. J'ai essayé d'aller vite.